Donc ce soir, on a la chance d'accueillir Coralie Candy, qui est philosophe conférencière et deuxième dan d'Aikido. Et elle vient nous présenter donc son ouvrage, L'art du combat, aux éditions TUF. Un ouvrage qui aborde les arts martiaux japonais dans une approche philosophique, proche en tout cas de certains penseurs occidentaux comme Leibniz ou Aristote. Donc effectivement, bon, pour avoir lu l'ouvrage, je peux déjà vous dire que voilà, il y a une certaine originalité par rapport à la manière dont l'auteur aborde en tout cas les arts martiaux japonais, donc à la lumière de philosophes occidentaux, voilà, qu'on n'emploie pas forcément de manière régulière, hein, qui changent en tout cas des, euh, des habitudes, je dirais, des habitudes universitaires. Oui. Et ce qui est intéressant pour nous, psychanalystes, c'est effectivement comment, dans les arts martiaux, effectivement, comment on peut essayer de comprendre l'expérience de l'inconscient, parce que en fin de compte, euh, l'inconscient ne se manifeste pas seulement dans les rêves ou sur le divan, comme Oui. on le pense souvent. D'ailleurs, Jung et Lacan nous ont bien expliqué que l'inconscient pouvait se manifester voilà, dans la vie quotidienne, et notamment et surtout dans les arts, que ce soit la peinture, la sculpture, que ce soit les arts du spectacle, mais aussi et surtout les arts martiaux, avec des expériences justement dont Coralie retrace, en tout cas dans son ouvrage, hein, et notamment cette expérience un peu, je dirais, très particulière qui est le combat, qui n'est pas forcément familier pour tout le monde, et pourtant, à bien des égards, hein, on pourrait peut-être dire que la psychanalyse est peut-être un sport de combat, pour reprendre une formulation de Pierre Bourdieu à propos de la sociologie. En tout cas, je vais laisser la parole à notre conférencière. Hein, donc Coralie, hein, tu as 1 heure, si tu veux bien, hein, pour nous expliquer un petit peu ton ouvrage et ce que tu as bien voulu, en tout cas, nous transmettre comme idée fondatrice. Je te laisse la parole. Bien sûr, avec grand plaisir. Est-ce que d'abord tout le monde a un son correct et une image qui convient? Oui, d'accord, très bien. Aller, oui. Alors on peut commencer. Euh, Ah, excuse-moi. Attends, oui, ça a été coupé. Excuse-moi. Vas-y, tu peux y aller. est-ce qu'on est bon? Oui. C'est bon. Oui, oui. Donc on va parler de l'art du combat, qui est un art du rapprochement des corps, au moment où précisément on en est tous plus ou moins privés. Mais allons-y. J'ai commencé l'écriture de cet ouvrage qui est le 5e. J'ai tout d'abord publié, après ma thèse de doctorat en philosophie, sur mes sujets de recherche, qui étaient les études juives et talmudiques. Et je me suis mis à pratiquer les arts martiaux, et l'aïkido en particulier. Et la genèse du livre a été la suivante, c'est qu'à la fin de chaque cours d'aïkido, je prenais, peut-être par habitude universitaire, des petites notes, mais de manière très pratique et très précise, sur la façon d'appliquer un kata, c'est-à-dire une technique prévue avec un partenaire, ou alors comment placer le pied, ou comment se déplacer, ou bref, des petites notes. Et puis en cherchant moi-même par curiosité dans la littérature existante, des livres qui faisaient le lien entre des concepts philosophiques et une pratique martiale, je me suis trouvée face à une relative pauvreté sur le sujet. Et donc, j'ai creusé un petit peu les notes que j'avais commencé à prendre, qui étaient des notes pratiques, et puis à réfléchir un petit peu dessus, non pas en plaquant des concepts strictement philosophiques, mais en essayant d'articuler, de conjoindre quelque chose qui était de l'ordre d'une pratique vraiment corporelle, et quelque chose qui est la philosophie, qui est un travail conceptuel, de réflexion. Le but premier du livre était de créer un lien, une, une passerelle qui puisse nourrir à la fois
les pratiquants d'arts martiaux, mais pas seulement d'arts martiaux, tous ceux qui ont un rapport au corps, puisque finalement je parle du geste, du mouvement, et même si je prends pour exemple et pour cas particulier l'aïkido, qui est un art martial, j'espère que mon propos peut être élargi à ceux qui font de la danse ou à ceux qui s'intéressent à la question du corps plus généralement. Et puis, je voulais que l'ouvrage puisse intéresser, les philosophes qui ont eu, aussi, il faut le dire, beaucoup de mal à traiter la question, du corps. On l'ont souvent confondu avec la question de la chair, de l'incarnation, et je tenais à essayer, de mettre en place des distinctions conceptuelles, notamment entre le geste et le mouvement, et entre la force et la puissance. Et je pense que ce sont des distinctions conceptuelles qui peuvent nourrir les 2 disciplines. Voilà. Est-ce que est-ce que je continue? Oui? Oui, vas-y, Po vas-y, Oui, vas-y, hein, continue, d'accord, hein, très ne bien. t'arrête pas. Alors la première des distinctions qui m'a semblé donc importante de faire concernait la distinction entre le mouvement et le geste. Hem, Pourquoi? Parce que, a priori, ça semble être la même chose. L'acte, l'action, la praxis, d'un corps sur un autre ou d'un corps, dans l'espace et dans le temps. Pour citer un philosophe, Bergson, prend l'exemple suivant. Qu'est-ce qu'un mouvement? Il prend l'exemple de la main et il dit voilà, le mouvement, c'est ma main qui va du point A au point B à travers l'espace, c'est-à-dire une linéarité qui peut prendre la forme d'un cercle ou de n'importe quelle autre forme, mais qui suit un tracé de points dans l'espace. Et, et c'est vrai que c'est ce qui se passe en premier dans les arts martiaux, et notamment quand on est débutant. On a tendance à se considérer avec un trop plein de conscience dans l'apprentissage de nouveaux mouvements. C'est-à-dire qu'on prend conscience de l'espace, on prend conscience qu'il faut prendre place dans l'espace. C'est quelque chose de très nouveau parce que c'est réglé par le tatami, par le rapport avec le partenaire, par des mouvements très codifiés à appliquer et à reproduire avec la plus grande attention et avec la plus grande perfection. Et donc, on est très concentré sur cette idée de mouvement, qui est pour Bergson d'ailleurs, et je rejoins son point de vue, très lié à la conscience qu'on a des points qu'on relie dans l'espace quand on exécute un mouvement. Or, ce qu'il m'a été donné de voir dans les arts martiaux, et notamment chez les grands maîtres d'aïkido, mais aussi de sabre japonais. J'ai passé 6 mois au Japon, j'étais également dans une école de sabre. Euh, Ce qui est donné à voir, et de manière absolument exceptionnelle et tout à fait intéressante sur le tatami, c'est des moments de grâce pure où on n'a pas affaire à un mouvement qui est conscient, calculé, appliqué, répété, qui est la résultante d'un apprentissage aussi parfait soit-il. C'est un mouvement qui dépasse le tracé des points dans l'espace, qui se situe au-delà de l'espace et du temps. C'est quelque chose que j'ai essayé d'appeler le geste, parce que c'est des moments de pure de pure gestuelle du corps, où la conscience se retire pour laisser place à une maîtrise qui va bien au-delà de la répétition des mouvements qu'on apprend lorsqu'on est débutant. Et cette distinction m'a semblé importante parce qu'elle touchait 2 points fondamentaux pardon, en philosophie, ce qui se passe dans l'espace et ce qui se passe dans le temps. Et je crois que le propre du geste, contrairement au mouvement, le mouvement s'applique dans l'espace et se déroule dans le temps. Le propre du geste, c'est qu'il dépasse l'espace-temps, et c'est plus de l'ordre de la durée, c'est de l'ordre de l'instant, du moment,
Et c'est un moment où la conscience se retire. C'est clair que quand on voit le maître faire un geste absolument fulgurant, imprévisible, irreproductible, un geste pur, heu, le on voit très bien que c'est quelque chose qui n'est pas calculé et qui pourtant est maîtrisé. Et cette distinction, 1 entre, le mouvement et le geste me semblait être une distinction, heu, importante en tout cas, à creuser et à travailler. La seconde distinction, que, j'ai essayé de faire se situait entre la force et la puissance. Pourquoi? Parce que quand on dit, la plupart du temps aux gens, «Je fais de l'aïkido ou des arts martiaux défensifs en général», la première réaction qu'on a, c'est, «Ah d'accord, donc c'est, l'art martial qui consiste à utiliser la force de l'adversaire pour le retourner contre lui-même» et cet usage du terme de force ne me semblait pas adéquat, approprié, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en aïkido, on pratique, avec différents gabarits. Les plus grands avec les plus petits, les plus gros avec les plus maigres, les plus gradés avec les plus débutants et c'est un art martial non compétitif. Donc le gabarit ne joue pas et par conséquent, l'usage de la force, aussi musculaire soit-elle, n'est pas à mon avis le centre premier ou gravitationnel de la manière de comprendre ce qui se passe dans l'aïkido. L'aïkido est composé, je le rappelle très rapidement, de 130 techniques à appliquer, dont certaines sont faites pour être efficaces, qui consistent en des torsions articulaires ou musculaires qui aboutissent à des immobilisations. Et puis, d'autres techniques consistent à des projection de l'adversaire partenaire qui accepte, et le terme japonais est ici très intéressant. En japonais, on dit c'est un uke pour dire c'est un partenaire et non un adversaire. Voilà une autre distinction qui peut être intéressante. Et uke, ça vient de ukeru, ukemi, plutôt recevoir. C'est celui qui reçoit. C'est-à-dire qu'on donne son accord conscient à l'application d'une d'une technique ou d'un kata, ou d'un ensemble de kata ou de variations sur ces 130 techniques de base. Et donc, ce qui joue ici, c'est peut-être les forces naturelles, les forces gravitationnelles, les forces de rotation. Mais ce qui est central, à mon avis, c'est davantage la notion de puissance. Pourquoi? Parce qu'elle se distingue, contrairement à la force, qui est le propre d'une variation de gabarit et de force musculaire. La puissance comporte cette idée de maîtrise en tant que retenue. Il y a quelque chose dans l'exercice de la puissance, contrairement à l'exercice de la force, tel qu'on peut par exemple la trouver en boxe. J'ai également une expérience de boxe thaïlandaise par exemple, où là la force est, euh, est strictement force, où ça cogne et où on n'a pas affaire à un partenaire, mais bien à un adversaire et où l'usage de la force est nécessaire. Ce qui est intéressant en aïkido, c'est pas un art compétitif et c'est important d'entendre la notion d'art martial. Il y a quelque chose de l'ordre de l'art. Et cette notion de puissance, contrairement à la force, je la distingue grâce à la notion de retenue. On laisse au partenaire, par la retenue et par la maîtrise du geste qu'on a acquis, on lui laisse la possibilité de prendre un ukemi, c'est-à-dire de chuter, de se reprendre, ou lui-même d'appliquer une variation, ou lui-même d'appliquer une autre technique. Et je crois que cette notion de maîtrise et de retenue, contrairement à l'usage pur de la force, était quelque chose qui distinguait
l'aïkido, mais qui pouvait aussi faire l'objet d'une distinction philosophique plutôt intéressante. Donc il ne s'agissait pas simplement de retourner la force de l'adversaire contre lui-même, mais d'en arriver à travers l'exercice de répétition des mouvements jusqu'au geste le plus parfait, à une forme de maîtrise qui est de l'ordre de la puissance, mais de la puissance non seulement corporelle, mais également spirituelle, psychique, puisque on n'a plus la volonté consciente absolue d'avoir la maîtrise sur le partenaire. On laisse davantage les choses advenir, et c'est également comme ça, à mon avis, que le geste pur advient. Et c'est de l'ordre de l'advenir et non pas du contrôle. Ça me semblait être intéressant du point de vue de ce qui se passe dans la psyché. Et puis, et puis je crois que l'aïkido, par son aspect non compétitif, est peut-être un art qui est propre à toutes ces distinctions qu'on peut utiliser dans la philosophie, mais peut-être aussi dans d'autres domaines, parce que ça touche également la question du geste, par exemple, touche le symbole, le rituel, touche d'autres notions qui lui sont rattachées. Donc voilà pourquoi, globalement, un ouvrage sur les arts martiaux part de l'aïkido comme une sorte de, de, de paradigme, je dirais, de ce qui peut se passer dans le corps et dans l'esprit quand on en fait usage. Mais on s'aperçoit très vite qu'il contient des notions, des concepts philosophiques qui le dépassent et qui peut engendrer, je le crois, je l'espère, des distinctions qui peut s'appliquer à n'importe qui s'intéresse aux relations entre le corps et la psyché. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le fondateur de l'aïkido lui-même, Morihei Ueshiba, considérait l'aïkido, qui est un art martial plutôt récent, bien qu'il reprenne des techniques de combat très anciennes, japonaises, qui datent de l'époque des samouraïs. En tout cas, c'est lui, au siècle dernier, qui a codifié ce qu'on peut appeler l'aïkido tel qu'on le pratique aujourd'hui. Et il le concevait également comme un système d'éducation. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour lui, il n'y avait pas une distinction absolue entre le corps et l'esprit. Il pratiquait la poésie, il pratiquait la calligraphie, il avait des enseignements philosophiques à transmettre à ses élèves. Et pour lui, chaque geste avait une signification. C'était pas l'usage pur de la force, c'était pas l'application la plus parfaite d'une technique. C'était aborder un rapport au corps qui transforme aussi l'esprit et ce qui s'y passe quand on l'applique. Donc faire usage du corps, c'est également faire usage des facultés de l'esprit et peut-être à travers la notion de maîtrise, en arriver à la question de l'abandon et du lâcher-prise. Euh, Paradoxalement, les gestes les plus réussis, qui sont bien au-delà des mouvements, sont ceux où la conscience a abandonné quelque chose d'elle-même au corps, a lâché prise sur la notion de contrôle et a laissé advenir quelque chose qui peut en arriver jusqu'à la puissance. Voilà pour le résumé un petit peu des distinctions que j'ai essayé de mettre en place dans mon ouvrage. J'y convoque évidemment des philosophes parce que c'est ma formation académique, mais je les convoque pour utiliser leurs concepts comme des outils, hein, comme on emploie
un outil, un marteau, on peut en faire ce qu'on veut. Je prends une grande liberté philosophique à l'égard des concepts qui existent et j'essaie de voir s'ils collent, s'ils s'agencent, si on les déplace, si on peut en faire un usage pour penser toutes ces questions qui ont rapport au corps. J'utilise Leibniz, j'utilise Aristote, j'utilise Bergson, j'utilise aussi des gens qui ont pu penser un rapport à l'espace et au temps, et donc qui ont peut-être eu un rapport avec la notion de, de possible et de réel, qui sont des notions qui dépendent de la conception qu'on se fait de l'espace et du temps. Donc, toutes ces questions sont aussi éminemment philosophiques. Je crois, je le soutiens, je l'espère, et en tout cas, c'est dans ce sens-là que j'ai essayé de travailler. J'ai également fait, c'est un des derniers chapitres de mon ouvrage, j'ai également fait un chapitre qui concerne la relation à la mort, qui s'appelle J'aimerais mourir à Okinawa, qui est une véritable phrase que j'ai entendue d'un professeur de philosophie japonais au Japon. Et ce qui était intéressant, c'est pas seulement simplement que la question de la mort rejoint la question des arts martiaux, parce qu'évidemment, on a eu des cours d'armes qui portaient directement, par exemple, sur la façon de faire usage du seppuku, du rituel de mise à mort et de décapitation. Donc évidemment que la question du rapport à la mort est très présente dans les arts martiaux et dans leur apprentissage, dans leur pratique. Mais également, d'un deuxième point de vue qui m'a touchée, que j'ai cru sous-entendre dans cette phrase, j'aimerais mourir à Okinawa, ce professeur ne se pensait pas comme étant le sujet de la mort qui va advenir. Euh, il se pensait comme un, une partie d'un tout qui advient et qui ne dépendra pas de lui. Et il aimerait que ça se passe peut-être à Okinawa ou ailleurs, dans d'autres circonstances. Mais il y avait une forme d'abandon, encore une fois, et de lâcher prise par rapport à la question de la mort, qui est assez différente de la tradition à laquelle on a affaire en Occident. Et je trouvais que cette notion d'abandon, de puissance, de maîtrise, dépassait également la stricte question des arts martiaux et touchait le rapport qu'on avait au corps et donc à l'existence à, et dans ce cas-là plus précisément à la vie et à la mort et à toutes les questions qui peuvent s'en suivre. Donc je crois que la notion d'abandon est fondamentale pour penser la maîtrise. Et je dirais de manière assez paradoxale, qu'est-ce que maîtriser un geste ou qu'est-ce que maîtriser la conscience ou qu'est-ce que maîtriser sa volonté de mourir. Ce n'est peut-être assez, enfin, assez, assez paradoxal, mais ça n'est pas euh, en faire usage, en répéter l'exercice, ou bien s'accrocher à une volonté pure de perfection, mais c'est peut-être au contraire laisser les choses advenir et être capable d'une maîtrise qui en arrive jusqu'à l'abandon. L'abandon d'un geste, l'abandon d'une conscience, l'abandon du corps à ce qu'il peut faire et à ce qu'il peut recevoir, et également l'abandon du corps à la fin à laquelle on est tous et toutes promises. Et cette notion d'abandon comme nouvelle définition de la maîtrise me semblait intéressante parce qu'elle sort du cadre voilà, en général, ce qui est maîtrisé, c'est ce qui est bien appris, ce qui est acquis, ce qui est soit appris par cœur, soit maîtrisé à la perfection. Non, je crois que être puissant et maîtriser quelque chose, c'est en être arrivé au terme où on peut l'abandonner. Voilà
pour une des thèses principales du livre. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir faire ces distinctions aussi en ayant accès aux cours d'aïkido, évidemment en France, là où j'ai commencé, mais durant mes 6 mois au Japon, au Hombu Dojo, où la pratique était, qui est la maison mère de l'aïkido, où la pratique était très, très différente aussi, mais où ces notions se retrouvaient. Et puis également dans les écoles d'armes, où on apprend à se servir d'un katana ou d'un bokken ou de plusieurs armes japonaises. Et on retrouvait encore une fois cette notion euh, d'abandon, de maîtrise comme puissance abandonnée à elle-même. Et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant. Et puis aussi par comparaison avec la boxe, qui est aussi un art martial, mais qui se situe, qui s'ancre et dans l'espace et dans le temps, qui fait usage de la force et où la notion d'abandon doit forcément être pensée différemment parce que euh, l'abandon du combat au moment où les coups pleuvent et où on est en situation d'être presque chaos sont forcément à repenser d'une manière différente. Mais en tout cas, pour tout ce qui est usage du corps et usage philosophique des notions qu'on peut en faire, toutes ces distinctions conceptuelles me semblaient être à développer ou en tout cas être des pistes euh, intéressantes vu de ce double point de, point d'expérience. Voilà pour les distinctions que j'ai essayé de mettre en place et pour la thèse principale et puis pour les questions un petit peu qui sont abordées. J'aimerais surtout vous laisser la parole et puis avoir aussi vos points de vue et vos retours qui peuvent être différents, je l'espère, et puis surtout nouveaux et puis sortir un petit peu du cadre strictement philosophique, conceptuellement parlant. Voilà. Avant de donner la parole, j'aimerais rappeler quand même que Leibniz est le premier philosophe à théoriser l'inconscient. Donc, Oui. effectivement, on est quand même bien avant Freud. Ça serait peut-être intéressant que tu nous présentes brièvement Leibniz et pourquoi il a abordé l'inconscient par rapport à la question de la perception. Peut-être que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus. Oui, bien sûr. Leibniz, c'est un auteur qui m'a toujours intéressée en philosophie de par son génie qui était déjà multiple. C'était un physicien, un mathématicien, un, un kabbaliste. Il s'est intéressé à, à l'arithmétique, à la science newtonienne, à la tradition philosophique, à la langue hébraïque. C'était vraiment un touche-à-tout absolument génial. Je l'ai rencontré lors de mes études et philosophiques et juives parce qu'il s'est intéressé à la langue hébraïque et puis il s'en est inspiré dans un de ses petits ouvrages qui s'appelle Apokatastasis Panton, littéralement la répétition de toute chose, où il en est venu, grâce à la science notamment, à considérer que toute chose avait un éternel retour. Il a, il a, il a thématisé en quelque sorte la notion d'éternel retour bien avant Nietzsche. Il part d'une idée très simple. Toute, toute série de choses existantes est une série finie. Les nombres sont finis. L'alphabet comporte des lettres en nombre fini. Et en revanche, les compositions qu'on peut en tirer, bien qu'on ait une tendance de par l'esprit à considérer qu'elles peuvent ne pas avoir de fin, pour lui, on en arrive au bout d'un moment à une répétition absolument inévitable. Si on prend une durée sur des siècles et qu'on mélange les lettres de manière
aléatoire, étant donné que les lettres de l'alphabet sont finies, on en arrivera à rédiger le même livre au bout d'un certain temps. Et cette idée de répétition inévitable et inéluctable m'a tout de suite frappée chez lui. Un autre point qui m'a semblé très intéressant, c'est quand je me suis aperçue que la notion de corps n'était pas absente dans sa philosophie, bien qu'elle ne soit pas centrale. Déjà, il a l'originalité de rompre avec la tradition philosophique de son temps en considérant l'espace et le temps d'un point de vue tout à fait original. Pour lui, l'espace et le temps ne sont pas euh, des choses réelles, ce sont des points métaphysiques occupés ou plutôt exprimés par ce qu'il appelle les monades, des substances simples, irréductibles, individuelles, dont chacune déroule à l'avance son propre contenu. Et il utilise dans son œuvre philosophique plusieurs grands principes logiques. Le principe de non-contradiction, le principe d'harmonie préétablie, le principe de raison suffisante. Et là où on touche à la question du corps, c'est quand il va dire, par exemple, voilà, toutes les substances individuelles donc, sont finies et elles sont absolument closes sur elles-mêmes. Elles n'ont pas de rapport entre elles, sauf celles dont l'harmonie préétablie a préétabli une compossibilité d'existence. Chaque substance exprime l'univers entier à sa façon, par le déroulement de ce qui lui a été mis dedans par Dieu, bien prévu à l'avance. Mais il arrive qu'il y ait une zone d'expression de ce déroulé du monde qui soit commune à deux substances. Et on en arrive là à une notion qui est intéressante, c'est la notion de compossibilité. Il arrive qu'il y ait une zone partagée entre deux substances dans leur expression claire et distincte du monde. C'est quelque chose de rare, mais Leibniz le thématise. Et là où la question du corps revient, c'est quand il pense ces substances, évidemment par leur caractère absolument clos sur elles-mêmes, donc elles n'ont pas de rapport entre elles, mais elles ont des aperceptions, c'est-à-dire des petites perceptions, des perceptions inconscientes, ce qui est très nouveau comme pensée pour son époque. Et là où ça touche le corps, c'est que qu'est-ce qui fait que ma substance va dérouler telle ou telle chose et percevoir ou apercevoir de manière consciente ou inconsciente telle ou telle chose, eh bien, c'est que c'est déterminé aussi par ce qui a affaire au corps. Exemple très simple que prend Leibniz, César franchit le Rubicon. Euh, Pourquoi César franchit le Rubicon? Pourquoi lui et pas moi? Moi, avec mon propre corps, je peux en faire la même expérience. Je peux retourner dans le même fleuve et à mon tour, des siècles après, franchir le Rubicon. Mais pourquoi c'était la notion de César qui contenait tout ce qui s'en est suivi comme cause, l'Empire romain, l'Occident, etc. C'était parce que c'était ce qui avait attrait au corps de César et ce qu'il pouvait en percevoir ou en apercevoir. Et c'est là où on touche peut-être à la question de la conscience, et c'est là où Leibniz est un penseur très en avance sur son temps, euh, qui pense le corps, mais qui pense aussi les, les petites... les petites perceptions et puis la notion de finitude à travers cette idée que les séries des choses existantes étant finies, on en arrive à répéter les mêmes choses. Et ces trois points me semblent chez Leibniz des points très intéressants. Et en tout cas, il y a effectivement celui qui touche les petites perceptions qu'il nomme des perceptions inconscientes. Oui, oui, tout à fait. Merci. Peut-être qu'on a des questions. N'hésitez pas à vous manifester. Oui, bien sûr. J'aimerais beaucoup, bien sûr.
Bonsoir, je peux poser une question? Bien sûr. Oui, bonsoir. Alors, je ne suis pas du tout philosophe, mais plutôt, je viens parce que je suis pratiquant d'arts martiaux. Et je voudrais vous poser une question. Quand vous dites abandonner la conscience, je comprends. Effectivement, à un moment donné, il faut en fait déconnecter du cerveau, mais plutôt faire confiance à à la mémorisation du corps. Ça, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que tout ça, cela veut dire que pour les arts martiaux japonais, parce qu'ils mettent en avant en fait le hara, la mémorisation, en fait, on dit qu'il y a deux cerveaux. Il y a le... Allô, je ne vous entends plus, excusez-moi, le son vous a été coupé. Oui. D'accord, vous m'entendez là? Oui, là oui, tout à fait. D'accord. Je disais qu'en fait, dans les arts martiaux japonais, il me semble qu'ils parlent du cerveau, effectivement, mais aussi on dit qu'il y a un deuxième cerveau qui se trouve dans le hara. Oui. Le ventre, voilà. Oui. Est-ce que cela veut dire que quand vous dites qu'on abandonne la conscience et qu'on va se déconnecter complètement du cerveau, la matière grise, et qu'on fait entièrement confiance à, je ne sais pas comment on dit ça, le hara en japonais, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Il y a un rapport avec ça. Le corps a des capacités d'apprentissage et de mémorisation qui sont absolument impressionnantes et inexploitées très, très largement. L'expérience qu'on en fait dans les arts martiaux, je crois qu'il faut distinguer deux niveaux. Évidemment, le niveau où on est débutant et où la conscience en tant que psyché, la matière grise, est très présente dans tous les mouvements qu'on doit apprendre, parce qu'on a affaire à un grand nombre de mêmes mouvements à répéter jusqu'à ce qu'ils s'ancrent dans le corps. Mais arrive un moment où la maîtrise advient, et c'est là où j'ai défini la maîtrise comme l'abandon, c'est-à-dire que la psyché n'a plus besoin de commander au corps d'appliquer tel ou tel mouvement. Le corps, de par sa mémoire propre, se l'est approprié, se l'est incarné, le connaît, l'applique, et au meilleur des cas, on a affaire au geste pur dans ce cas-là. Le corps a mémorisé à travers une série, d'abord, de répétition des mêmes mouvements. Mais ce qui est à espérer pour en arriver à la notion de maîtrise, je crois, c'est que la répétition de ces mêmes mouvements aboutisse à ce lâcher prise où la conscience s'abandonne et fait confiance au corps, à ce qu'il a retenu de cette série de répétitions, pour reprendre un terme très, très lépitien, et où il laisse les choses advenir. Donc oui. D'accord, donc c'est pour ça qu'on préconise beaucoup la méditation à un niveau donné dans les arts martiaux. Ok. Bon, vous avez bien synthétisé, je suis content d'avoir assisté à cette conférence. Votre question est tout à fait légitime. Voilà, merci. Ça m'a confirmé ce dont je pensais déjà, en fait. Ouais, c'est génial, merci beaucoup. J'en suis ravie. Vous avez mis les mots un peu plus scientifiques. Mais c'est vrai qu'on dit que en termes de biologie, la physiologie, au niveau du corps, c'est le ventre, c'est là où il y a le plus d'innervation aussi. C'est ce qu'on dit. Hein. Oui. On dit que c'est le deuxième cerveau, en fait, hein, dans la culture indienne, je crois. Dans beaucoup de cultures, on dit que c'est le deuxième cerveau, effectivement. Ouais. Bon, voilà. Effectivement, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et dans ce qui commence à être accepté dans la médecine occidentale traditionnelle, comme des techniques comme l'acupuncture ou la méditation ou ce type de choses, on commence à penser ou à repenser le ventre comme deuxième cerveau. Mais c'est arrivé, à ma connaissance, assez tardivement en Occident, et c'est encore un domaine à exploiter, et les arts martiaux, évidemment, en ont bien conscience. Un autre exemple, très, très rapidement, qui prouve, qui appuie ce propos-là, c'est la respiration. La respiration est absolument
importante, non seulement en aïkido, mais également en méditation, mais également dans la pratique des armes. Et beaucoup de choses qui concernent l'abandon et le lâcher-prise de la conscience passe par un travail de la respiration et donc se situe au niveau du ventre. C'est vrai que après, je ne vais pas monopoliser la parole parce que je suis un passionné d'arts martiaux. C'est vrai que dans le karaté, on a des katas respiratoires, le kata Sanshin. Dans le Kung Fu Honggar, parce que j'y pratique, parce que j'ai fait un peu de tout, on a aussi on a des Tao, des katas respiratoires. C'est primordial. Et je sais que les yogas qui viennent de l'Inde a beaucoup influencé les arts martiaux chinois. Voilà. Oui, absolument, tout à fait. On est absolument d'accord. Et je souligne que dans la pratique de l'aïkido au niveau des armes, on apprend également à poser sa respiration, mais son souffle également, parce que chaque coupe au sabre est accompagnée d'un cri qu'on appelle le kiai et qui doit venir d'une certaine partie du ventre. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend également. Donc voilà, ça confirme ce que vous dites. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être une autre question. Oui. Bertrand. Alors, il faut que tu allumes ton micro. Oui, moi, c'est juste une précision. Bonsoir tout le monde. Je vous conseille de regarder ce film de Peter Greenaway, Le ventre de l'architecte. Oui. Parce qu'effectivement, le synopsis est très simple. C'est qu'en fait, il va organiser une exposition à Rome et il y a un architecte rival plus jeune qui essaie de lui piquer l'idée et qui essaie de lui piquer sa femme. Et il va, tout le long du film, il a d'importants maux d'estomac. Donc, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. C'est un très bon film de Peter Greenaway. Donc, je crois qu'il y a plein de psychanalystes en liberté ici. Donc, je vous invite à aller le regarder. Très bonne référence. Et pour ma part, j'en prends bonne note. Je n'ai pas vu le film, mais je le regarderai avec grand plaisir. Ça fait... Oui, ça fait tout à fait écho à ce qu'on était en train de dire sur le ventre, le cerveau et la conscience. Donc, mais les arts, qu'ils soient cinématographiques, ou si on prend le cas de la danse qui se déroule aussi où on apprend à gérer l'espace et où on apprend à gérer le temps. Et au bout d'un moment, la conscience se transforme quand on doit répéter un ballet ou une danse en solitaire. Il y a aussi des danses improvisées. Il y a aussi la question d'improvisation. La conscience se retire. Ça peut aussi être quelque chose de très intéressant à penser. Mais les arts visuels et le cinéma expriment en général des choses telles qu'on peut les penser, et puis en tout cas réfléchir dessus. Oui, je vous remercie de la référence. Et le chant aussi. Également, tout à fait. D'autres questions? Oui. On m'entend? Parce que je sais pas. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une question, c'est par rapport aux propos qui ont été dits par Roger, je crois, qui parlait d'aïkido. Quel est le terme qu'il a employé par rapport au ventre? Parce que du coup, je cherchais en même temps sur Internet. C'est Allah. J'ai pas trouvé. Ça s'écrit comment? H-A-R-A. H-A-R-A, le hara. D'accord. Ce que j'ai trouvé ça intéressant par rapport au fait de la déconnexion en fait du corps et de l'esprit, le lâcher prise, voilà. Oui. Parce que je pensais que c'était lié aussi aux capteurs proprioceptifs qu'on peut avoir dans le corps. Oui. Et donc j'essayais de faire le lien parce que j'ai une maladie où j'ai des capteurs proprioceptifs déficients. Et du coup, je me disais, quand il y a une déconnexion comme ça par rapport à l'esprit et laisser le corps et que ce soit un lâcher prise, quel est le phénomène au-delà du phénomène biologique? Parce que je pense que même avec des capteurs proprioceptifs déficients, j'arrive à sentir un peu l'espace, mais peut-être que ce n'est pas possible d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a aussi ce problème biologique.
Alors, si je peux rebondir très rapidement là-dessus et peut-être m'éloigner un petit peu du propos du livre, j'évoquais très rapidement l'acupuncture qui utilise des points ancestraux très, très, très particuliers, mais il y a également la pratique de l'hypnose qui aide la conscience à entrer dans un état autre que celui dont on a l'habitude. Et pour ce qui est de la pratique des arts martiaux, je dois dire de manière plutôt intime pour ma part que ça guérit. La question de la guérison, à mon avis, est, est importante. C'est une notion que je n'ai pas abordée dans le livre parce qu'elle ne va pas toucher tous les pratiquants d'arts martiaux forcément. Mais du coup, j'essaie de l'aborder un petit peu avec vous puisque la question se pose. Euh, euh, la pratique des arts martiaux, j'ai commencé l'aïkido il y a 4 ans et demi, bientôt 5 ans, la boxe thaïlandaise depuis 1 an et demi. Les deux d'ailleurs ont des effets sur le corps très, très, très différents et sur l'esprit également. Euh, Par exemple, dans le cas de la boxe thaïlandaise, ce qui est le moment que je préfère, bien que j'aime beaucoup monter sur le ring et avoir à faire à un adversaire, mais il y a un autre moment qui me semble très très intéressant à exploiter et dont on parle peu, c'est le moment qui suit le combat, où on est vidé et où la conscience, là pour le coup, on dirait de manière assez, assez commune, j'ai plus un seul neurone qui marche. Mais c'est un état de bien-être, j'ose le dire, et puis un état qui serait à profiter ou à exploiter et qui n'est pas de l'ordre de la fatigue. C'est autre chose. Ça, c'est pour ma propre expérience en boxe thaïlandaise. Mais pour ce qui est de la pratique de l'aïkido, ça a guéri beaucoup de choses. Je souffrais par exemple d'hypocondrie, d'insomnie, de choses comme ça. Donc, pas des maladies absolument liées au corps, mais plus liées à l'esprit, encore que les deux ne soient pas à distinguer de manière absolue. Mais, mais la pratique martiale et l'usage du corps tel qu'on en fait, avec les exercices de respiration, avec les efforts qui vont avec les points qui sont touchés. Il faut également signaler qu'en Aïkido, par exemple, toutes les applications de techniques qui concernent les immobilisations sur les articulations sont également les mêmes points tels qu'on les retrouve en acupuncture, par exemple. Donc, c'est très intéressant. Et dans mon cas, ça a aidé en termes de guérison beaucoup de points. Là où la médecine, par usage de médicaments, bloquait. Donc, ça, c'était une petite aparté pour la question de la maladie et de la guérison, mais je crois que faire usage du corps et, euh, et faire usage de la conscience au sens de l'abandon d'elle-même peut être une combinaison qui est à expérimenter, à exploiter. Ça peut marcher, ne pas marcher. Je ne suis pas médecin, je donne aucun conseil là-dessus, mais en tout cas, je peux vous faire part de mon expérience la plus personnelle concernant ces points-là. D'accord. Je vais aller dans ton sens. Je vais illustrer ce que tu as dit par une citation de Bruce Lee qui a toujours été pour moi une grande référence. Bruce Lee disait que, comme dans tout art, les arts martiaux amènent à la connaissance de soi. Ce qui compte quand vous donnez un coup de poing, un coup de pied à votre adversaire, ce n'est pas tellement de l'envoyer au diable, mais c'est de vaincre votre ego, vos peurs et vos angoisses. Et oui. Cette phrase, elle me reste dans la tête depuis plus de 30 ans. Et pour avoir bien sûr pratiqué les arts martiaux depuis, oui. J'ai le souvenir, hein, je vous témoigne de l'expérience, que la première fois que je suis monté sur un ring de boxe, oui. il y a un sentiment qui est
est très étrange, en tout cas surtout à la fois au niveau du corps et à la fois au niveau de l'esprit. Oui. Tout d'un coup, vous êtes, l'inconscient se manifeste d'une manière très forte. Vous êtes complètement dans le fantasme, puisque vous montez sur le ring et vous fantasmez votre victoire éventuelle sur votre adversaire. Mais ce fantasme peut s'accentuer, ça va très très vite, parce que tout d'un coup, on reçoit des coups. Et cette violence, parce qu'on voit la violence fantasmatique de l'adversaire, eh bien, elle vient aussi exercer sur nous, tout d'un coup, une perte de lucidité et un fantasme qui prend des proportions délirantes, puisqu'on va jusqu'à fantasmer la mort de l'adversaire. On en vient à vouloir détruire l'autre. Donc, on est complètement envahi par notre névrose, par nos peurs, notre colère. Et c'est vrai que la première fois que je monte sur le ring, je ne maîtrise pas les pulsions qui m'envahissent complètement. Et il m'a fallu au moins 3, 4, 5 combats avant de petit à petit de maîtriser ces pulsions et de pouvoir garder la lucidité sur la manière dont les fantasmes apparaissent, parce que ça va très très vite. Et cette expérience, c'est incroyable, parce que c'est là où j'ai réalisé la place, finalement, de l'inconscient dans nos vies de tous les jours. Et Absolument. j'ai connu l'inconscient avant d'aller sur le divan de Freud. J'ai expérimenté vraiment sur le ring. C'est une expérience qui est rare, mais tous ceux qui sont montés sur un ring peuvent en témoigner. Donc je voulais témoigner parce que c'est vrai que c'est l'expérience en tant que telle, puisqu'on est sur le combat. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu différent de ce qu'on va pratiquer à l'entraînement d'aïkido, puisqu'on est dans la retenue. Donc on essaie de retenir aussi les pulsions. Alors que sur un ring, ah bah là, c'est le lâcher prise total. Les pulsions, elles y vont. Et c'est intéressant parce que l'expérience, vous la connaissez autrement. Je sais que bon, vous n'êtes pas nombreux à être montés sur un ring, mais je pense que parmi vous, vous avez certainement eu un conflit avec un voisin, avec un autre automobiliste, et vous avez vécu certainement ces pulsions qui viennent vous saisir quand quelqu'un vient vous agresser, verbalement, j'entends. Donc, le combat verbal, le combat spirituel existe aussi, et dans les deux cas de figure, il s'agit de maîtriser ces pulsions. Donc, que ce soit par le biais de la psychanalyse ou par le biais des arts martiaux, et Freud nous l'avait bien explicité, l'objectif, c'est quand même de maîtriser sa charge pulsionnelle pour faire en sorte que la névrose ne vienne pas guider notre vie, puisque l'objectif, à terme, c'est quand même de maîtriser ces pulsions qui viennent nous empêcher finalement de réaliser notre vie. Et donc, Absolument. les arts martiaux et la psychanalyse partagent le même objectif qui est le combat contre la névrose. Et c'était très explicité par Freud à l'époque. Aujourd'hui, on n'ose plus le dire, mais sur le divan, il y a le combat contre la névrose. C'est un vrai combat. Bien sûr. Et je suis absolument d'accord avec vous. Ce qui se passe est effectivement, si on reprend votre exemple de la boxe, il y a évidemment aussi la répétition d'abord sur le sac de frappe, sur les PAO, tout ça, pour s'entraîner aussi au geste le plus pur. Mais la montée d'adrénaline qui se passe quand on est face au coup qui advient sur nous, elle est très puissante et elle peut amener à une forme de lâcher-prise qu'on ne connaissait pas avant. Et je dois dire pour ma part que lors des premiers entraînements de boxe que j'ai faits, mon entraîneur n'arrêtait pas de me dire relâche les épaules, relâche, 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 relâche. Alors que pour moi, la boxe, c'était quelque chose où il fallait être concentré, centré sur soi, concentré et au niveau gestuel et au niveau de la psyché. Et en réalité, ce qu'il voulait dire par relâche les épaules et relâche-toi, ça veut dire prends des moments pour te reprendre, parce que de toute façon, les coups vont arriver. Et les coups, parfois les plus beaux que nous, on peut mettre, c'est pas quand on cherche à atteindre l'adversaire, mais c'est quand on les donne. C'est quand ils adviennent, en fait, et pas quand on les oriente absolument. Et puis, effectivement, l'inconscience se manifeste aussi très différemment dans des situations, à leur extrême en tout cas,
dans les situations de combat, puisque les pulsions sont là, bien sûr. Mais parfois, on arrive moins bien à pratiquer quand les pulsions sont trop présentes, quand on veut tout donner, quand on enrage, quand on veut absolument battre, quand on se dit, voilà, c'est une lutte. Donc dans ce cas-là, pas seulement contre l'adversaire, mais aussi contre soi-même. Et puis, il y a des moments où on relâche justement et où le côté pulsionnel, se relâchant, permet aussi de faire un usage du corps qui est plus relâché et paradoxalement plus efficace. Je ne sais pas si vous avez la même expérience, mais ça peut advenir de cette manière. Le ring, en tout cas, est une expérience absolument incroyable parce qu'on passe par tout un état de conscience. Alors, il y a des temps où il faut reprendre sa respiration, des temps où on encaisse les coups, des temps où la conscience disparaît un peu parce qu'on en prend trop et on ne sait plus comment se protéger, des temps où il faut aller en donner soi et être dans l'offensivité, mais sans forcément être dans l'agressivité. Et toute la distinction se joue là, et ça c'est à la conscience de l'apprendre. Et c'est très difficile comme exercice, bien sûr, mais comme quoi la boxe est aussi un art martial et pas seulement quelque chose de purement violent ou je ne sais pas quoi. Il y a toutes sortes d'états psychiques qui sont mises en œuvre et mises à l'épreuve dans cette expérience-là. Merci Coralie. Quelqu'un a une question? Oui, Barbara. En fait, vous m'entendez? Oui, tout à fait. En fait, je vous remercie beaucoup. Ça me parle, tout me parle en fait. Je suis, ma formation académique, c'est la pédagogie, donc c'est l'art d'enseigner, qui fait que l'éducation, après l'éducation des adolescents en difficulté, et c'est un sujet qui est très proche pour moi. Après, j'ai étudié aussi sophrorelaxologie. Donc là-bas, il y a Jacobson qui parle justement de tension mentale qui se reflète sur les musculaires et c'est à l'envers en fait. Donc quand on fait le sport Aikido ou Kung Fu, j'avais fait aussi Kung Fu quand j'étais jeune, donc voyez-vous, j'étais tellement contente de vous voir aujourd'hui. Et puis voilà, je me suis retrouvée en psychanalyse. En fait, le chemin est comme ça. Et quand vous touchez à l'art martial un jour, donc ça, en fait, ça me suit. Le travail avec les corps, c'est tellement important quand toute l'éducation, toute la pédagogie, on a oublié tout ça. Et je vous assure, moi, j'étais consciente de ça. Donc, pendant mes cours de français, j'ai fait du yoga, on a fait les respirations parce que on peut pas enseigner sans éduquer, sans apprendre à les attitudes qui ouvrent le cerveau, en fait. Quand le stress arrive, quand les muscles sont tendus, quand vous parlez bien, quand je suis tendue, le cerveau est aussi tendu, en fait. Le cerveau est aussi tendu. Donc, maintenant, en étudiant la psychanalyse, je comprends, je pense que c'est la sublimation de Freud. C'est en fait ces tensions, ces pulsions qui sont dans nos muscles, en fait, par le sport, c'est la sublimation. C'est sa sublimation par la danse, par le yoga, par le sport que vous avez très bien expliqué. Et je suis tout à fait d'accord avec votre différence entre mouvement et le geste. Ça me parle vraiment. Et puis aussi la puissance et la force. C'est la force musculaire et puissance intellectuelle ou c'est l'inconscience. On peut aussi, elle est encore plus bas dans les couches en fait. On peut dire que c'est la puissance intellectuelle, c'est la puissance, comme vous avez bien dit, c'était de l'ordre mental. Donc, ça peut être encore une couche, encore plus profondément, c'est l'inconscient qui parle.
je vous remercie vraiment. Je vais acheter votre livre parce que ça, c'est le sujet que je vais continuer à aborder aussi. Et surtout les adolescents qui sont tellement tendus, physiquement et mentalement, les arts martiaux et tous les sports en fait, mais les arts martiaux encore plus parce que c'est de l'art, hein. C'est de l'art, c'est-à-dire c'est plus global. Pour moi, c'est global. Bien sûr, Donc, bien je sûr, vous bien sûr. remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et puis, la dernière question, où je peux faire Aikido dans la région parisienne? Ah, Parce que dans- vraiment, je cherche depuis longtemps, mais j'arrive pas. J'arrive pas à trouver. Je suis enseignante maintenant, donc c'est peut-être ça le problème. alors, Où est le club d'Aikido pour moi? Voilà. D'accord. Celui que je vous conseille, c'est celui où moi j'ai appris à pratiquer parce qu'il est dirigé par maître Christian Tissier Chihan, qui est le plus gradé, il est 8e dan. Il s'occupe d'absolument tout le monde. Les débutants sont bienvenus. Les cours sont absolument extraordinaires. Le cercle de pratique se situe à Vincennes. C'est tout à fait faisable en transport une fois par semaine. Et le bénéfice qu'on en retire, donc on peut choisir les cours du mardi, les cours du mercredi, les cours du jeudi, les cours à main nue, les cours d'armes, les cours strictement débutants ou alors les cours mixtes où on ose un petit peu se frotter aux plus gradés, mais qui sont toujours très bienveillants avec les nouveaux venus. Et puis l'avantage de l'aïkido, c'est qu'on peut pratiquer à différents rythmes. On peut mettre un peu entre 2 gradés, on peut y aller à fond et puis pratiquer les katas de manière plus martiale. Et puis, quand on travaille avec un débutant, on va se focaliser par exemple juste sur l'apprentissage du mouvement en termes d'espace, par exemple. Comment occuper l'espace en prenant l'exemple d'un mouvement qui nous a été donné à travailler. Et le professeur est là pour s'occuper de nous de manière très, très bienveillante et en faisant attention, pas seulement à la position du pied, mais si on est tendu, si on arrête de respirer au moment où on pose l'action et toutes ces toutes petites choses-là, si on pratique une fois par semaine, ont des bénéfices effectivement extraordinaires. Donc, je peux que vous encourager soit à trouver un club plus proche de chez vous, mais celui que je recommande est évidemment le Cercle Tissier à Vincennes. Et puis pour rebondir très rapidement sur ce que vous avez dit, je vous remercie d'avoir abordé la question de l'éducation. J'ai dit très rapidement en passant que le fondateur de l'aïkido, quand il a eu à définir, quand on lui a posé la question, mais qu'est-ce que l'aïkido? Il a dit c'est un système d'éducation. Et il n'a pas dit c'est un art martial ou c'est je sais trop quoi. Et on voit la différence chez les adolescents en difficulté scolaire, par exemple. On voit la différence quand ils sont assis sur une chaise et quand on les lâche sur le terrain de basket où ils courent, où ils se concentrent sur le mouvement du ballon. Ils changent d'état psychique à ce moment-là parce qu'ils font un autre usage du corps. Et ça, l'éducation nationale, en France, mais je pense globalement en Occident depuis longtemps, l'a oublié. Et on commence uniquement à y revenir de manière très partielle, à mon avis, à travers des exercices de méditation qu'on donne maintenant dans certaines écoles, dans des écoles privées, aux enfants, aux adolescents. On leur dit de manière libre, on commence avant le cours et puis on finit le cours par 5 minutes de pratique de respiration, de méditation, et puis par 10 minutes, et puis par 15 minutes. Et il y a des études qui ont montré que les résultats scolaires s'en suivaient, mais de manière incroyable, parce qu'on a oublié tout simplement chez nous que mettre un étudiant 5 heures assis sur une chaise, à ne pas faire usage du corps, à bloquer la respiration, à avoir une mauvaise position du ventre, tout ça n'était pas des choses qui favorisaient l'exercice de concentration, de mémoire nécessaire à l'apprentissage. Et on est, à mon sens, malheureusement conditionné
à cette chose-là depuis la plus tendre enfance, quand on est arrivé à l'école, jusqu'à la préparation de l'agrégation de philosophie, où les dissertations durent 7 heures et où on doit rester assis 7 heures sur le banc. Et bien, la concentration, forcément, et donc l'usage de la psyché, de la conscience et de ce qu'on connaît, et de l'effort de la mise en application des connaissances par la mémoire, s'en trouve très fortement ressenti. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous concernant l'éducation, bien sûr. Et j'ai accompagné mes jeunes une fois à quelques ateliers. Le changement était incroyable. En fait, Oui. tout s'y joue. Déjà, le rituel, ils étaient déjà en voyant le cadre, la Mhm. posture, les attitudes du prof d'aïkido, Oui. ils ont changé. Et ceux qui étaient turbulents ailleurs, dans cette salle, ils avaient des repères complètement différents. Parce Oui. qu'il n'y avait pas ce cadre dont vous avez parlé, le cadre, l'espace, la respiration, le moment présent, ça jouait énormément. Donc, moi, je suis sur le chemin justement d'introduire dans l'éducation spécialisée, non, pas seulement, dans toute l'éducation, normalement, on devait prévoir un temps pour réunir le corps avec l'esprit. Je vous Absolument. remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Non, mais c'est moi qui vous À remercie parce suivre. que je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense qu'il y a un grand combat à mener au niveau de l'éducation dans les termes que vous venez de préciser. Et je pense que tout le système éducatif a besoin de personnes comme vous qui osent mettre en perspective ce type de questionnement auquel on a affaire. Et c'est vrai qu'arriver dans un cadre, un cours d'aïkido, mais un cours d'autre chose. Monter sur un ring, la notion de temps et d'espace change, mais quand on rentre dans un cours d'aïkido, il y a le tatami qui est délimité. On commence tous par s'asseoir en seiza et on prend quelques minutes tous alignés en rang d'oignon pour respirer profondément, pour avoir une bonne posture assise en attendant que le professeur rentre pour commencer le cours. Et certains ferment les yeux, joignent les mains un petit peu en position de méditation et profitent de ces quelques minutes avant le cours pour faire retomber quelque chose de la conscience qui s'est agité avant parce qu'on est sorti du métro, parce qu'on a couru, parce que voilà. Et puis on porte tous la même tenue, on est tous dans le même espace, on va tous utiliser le temps, chacun à sa façon, chacun avec sa pratique, mais on sait que c'est un moment pour nous et ça joue beaucoup sur déjà cette notion de lâcher prise et d'abandon au niveau des tensions. Et c'est vrai que le cadre s'y prête particulièrement en aïkido, mais c'est vrai que dans les autres arts martiaux en général aussi. Et je suis d'accord avec vous, ce type de choses devrait être introduit à l'école dès le plus jeune âge, parce que c'est pas seulement un apprentissage de techniques d'immobilisation, c'est un apprentissage de l'usage du corps et de l'usage de l'esprit et qui transforme ensuite, si on est un pratiquant assidu, même si c'est une fois de temps en temps, mais qu'en tout cas, l'heure où on s'y met à fond, ça change ensuite le rapport qu'on peut avoir à l'écriture, à l'enseignement. On peut se mettre à faire une analyse parce qu'on a découvert que la conscience pouvait lâcher prise. Ça peut ouvrir à d'autres perspectives et on peut très bien ne pas en rester au cadre strictement martial. Et beaucoup de professeurs d'aïkido, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, se mettent à pratiquer d'autres choses comme la peinture, le golf ou d'autres activités qu'ils pratiquent avec ce qu'ils ont appris et acquis dans leur vie d'enseignant d'aïkido. Donc ce sont des facultés, des qualités qu'on peut mettre en œuvre ailleurs. Et dans le travail d'enseignement et d'écriture également.
Donc, je suis d'accord avec vous. Merci, merci. Merci. D'autres questions? On a un champion de football américain, peut-être qu'il veut prendre la parole. Je peux poser une question ou... Oui, allez-y. Ok, c'est rapide. Hein. En fait, je vois les arts martiaux, c'est un peu comme la vie. Suivant la période de l'âge du pratiquant, on va voir les arts martiaux, on pratique les arts martiaux différemment. Donc, en fait, il y a une espèce de changement temporel. Donc, je ne sais pas si on peut mettre une relation avec la philosophie. Malheureusement, je ne suis pas du tout philosophe ni psychanalyste ou psychologue. Est-ce que, comment on appelle ça, est-ce que le facteur l'âge influence beaucoup la pratique dans les arts martiaux ou la façon de philosopher? Je ne sais pas. Voilà, c'est une question. C'est une bonne question et je vous remercie. Ça me permet de souligner d'emblée qu'il n'y a pas d'âge pour commencer un art martial. Et on voit des débutants qui arrivent à leur premier cours d'aïkido et qui ont 50 ans et qui ont décidé de s'y mettre, voilà, et qui réussissent très bien et qui font un usage du corps dont eux-mêmes se sentaient incapables. Et ça joue sur la manière dont ils vont au bureau le lundi matin ensuite, etc. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer les arts martiaux et j'encourage tout le monde, quel que soit l'âge, à venir sur le tapis ou sur le ring ou à trouver sa pratique. Il y a peut-être le kung-fu ou d'autres choses plus adaptées à chacun, évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. La question de l'âge joue sur la maîtrise qu'on a de l'usage qu'on va faire et de la manière dont on va pratiquer. Parce qu'évidemment, au début, quand on est débutant, et on peut être débutant d'une pratique martiale ou philosophique à 17 ans, à 12 ans ou à 50 ans, mais on ne va pas l'aborder de la même façon au bout de 5 ans d'expérience, au bout de 10 ans d'expérience, ou au bout de toute une vie d'expérience. Et puis, quand on l'apprend, et puis quand on l'enseigne, c'est encore autre chose. À ce moment-là, le rapport à la discipline se transforme. Quand on commence à l'enseigner, par exemple, donc c'est-à-dire quand on en est passé par tout le stade d'apprentissage de la philosophie, par exemple, ou d'un art martial, et qu'on arrive à l'enseigner, on redécouvre certaines bases qu'on croyait avoir bien compris en tant que débutant, et puis être passé outre parce qu'on est passé en grade et parce qu'on a obtenu des diplômes. Et finalement, on en revient aux bases, ce qu'on appelle en japonais le kion waza. Et on maintient en aïkido la nécessité pour les pratiquants les plus gradés de garder à l'esprit et à la conscience l'état d'esprit du débutant. Et il y a de très bons articles auxquels je peux faire référence, notamment un de mes professeurs, Bruno Gonzalez, sensei, qui enseigne dans le cercle Tissier à Vincennes, qui a récemment publié un article où il dit « La ceinture noire, le but, c'est qu'elle soit tellement usée au point qu'elle en redevienne blanche. » Et le point de maîtrise, il est intéressant quand on apprend à réapprendre ce qu'on croyait avoir déjà appris. Alors évidemment, on en passe par toutes sortes de phases dans l'apprentissage. Les échecs et les découragements en font partie, que ce soit dans un cursus universitaire ou que ce soit dans un apprentissage d'arts martiaux. Mais évidemment, on ne vit pas l'échec de la même façon quand on a un peu d'expérience de vie et quand on a 40 ans et quand on est passé déjà par certaines épreuves que quand on est 18 ans, quand on a 18 ans et qu'on arrive avec la volonté de tout réussir et de tout faire à la perfection. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que le point commun entre la philosophie et les arts martiaux, c'est que ce sont deux disciplines qui se bonifient avec le temps. Je crois qu'on fait mieux
la philosophie, quand on en arrive à 40 ou 50 ans, quand on a déjà publié, peut-être déjà enseigné, quand on en est passé par des phases de remise en question et puis d'abandon peut-être de la philosophie sur 1 an ou 2. Mais en tout cas, chez les grands professeurs de philosophie que j'ai vus, c'était ceux qui arrivaient, voilà, qui passaient du statut de maître de conférence à celui de professeur et puis de professeur à professeur en pré-retraite et puis, etc. Et chez ces gens-là, la pensée a un fonctionnement presque autonome et libéré de la volonté de réussir qu'on a quand on est encore jeune étudiant ou jeune pratiquant de la philosophie. Donc la philosophie va de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on utilise l'âge comme atout. Et je pense que les arts martiaux, en tout cas pour les arts martiaux qui sont non compétitifs comme l'aïkido peut l'être, et où donc le corps peut continuer à, à le pratiquer et puis à le mettre en œuvre jusqu'à 50, 60, 65 ans, 70 ans, je pense qu'on maîtrise mieux et qu'on réussit mieux une technique à ce moment-là de la vie parce que le lâcher-prise advient, soit parce qu'on en est passé par tout un système d'apprentissage, soit parce que on n'a pas la volonté absolue de réussir le coup parfait. Et du coup, on y va peut-être plus relâché d'emblée, plus détendu, et en tout cas, c'est une pratique qui s'améliore avec le temps. Et je pense qu'en philosophie, comme dans les arts martiaux, les maîtres à suivre sont ceux qui ont déjà une expérience de pratique bien avancée dans l'âge. Je crois. Dans la même idée, dans ton livre, tu parles, il y a une formule qui m'a frappé, Shin des Shin, donc âme à âme. Et tu parles de la transmission sans médiation. Peut-être que tu peux nous éclairer parce que je trouve ça assez intéressant. Bien sûr. C'est une expression que j'ai entendue lors d'un cours d'armes qui se passait dans une école privée au Japon. Dont je ne peux pas trop donner les détails parce que c'est une école qui descend d'une grande lignée d'un clan de samouraïs et donc étant donné qu'elle est privée, elle n'a pas vocation à ce que ses enseignements soient Ah, on t'a perdu, Coralie. Ah, c'est le clan des samouraïs qui est intervenu. Donc, ça a été censuré par les Yakuza. Ça restera un secret. Voilà. On va attendre qu'est-ce qui s'est passé. Allô, allô? Tu nous entends? Ah, ah. On va voir. Bon, elle était bien partie, hein, c'était bien. Bon. Ah, elle s'est déconnectée. Donc, bon, bah écoutez. On a un champion aussi de football américain et il y a peut-être quelque chose à apporter. Est-ce que dans le football américain, justement, puisqu'on n'est pas dans la retenue des coups, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, Bertrand? On t'entend pas, il faut que tu ouvres ton micro. C'est pas du tout la même chose parce qu'il n'y a pas le système de conversité. C'est que moi, je dois repérer les faiblesses de celui que j'ai en face de moi. Moi, mon but, c'est de détruire le jeu qui se construit en face de moi. Donc, D'accord. ça peut être soit de détruire celui qui l'initie, le quarterback, soit de celui qui va porter le ballon. Donc, en fait, l'élan qui est donné pourrait s'apparenter, si on reste dans le japonisme, au sumo. D'accord.
il y a beaucoup de sumo qui se sont reconvertis dans le football américain, notamment au Japon. Ouais. Mais seulement, c'est dommage que Coralie soit partie parce que j'aurais aimé lui poser une question. Elle parle du geste et du mouvement, mais en fait, dans la répétition de l'entraînement, et je pense que c'est valable pour tout sport qui s'exerce sous forme d'art martial ou pas, c'est la différence entre l'inné et l'acquis. Mhm. J'aimerais savoir ce que j'acquiers et ce qui est inné en moi, que je développe. Et en fait, j'ai l'impression, si je suis Coralie, que dans l'art martial, je vais développer beaucoup d'inné que je ne soupçonne pas. Alors que dans le sport, j'acquiers beaucoup, en fait, par la répétition. Mhm. Donc, c'est cette différence entre l'inné et l'acquis. D'accord. Bon, bah écoute, on finira sur un koan, comme on dit au Japon. Peut-être que Yuki peut nous en parler d'ailleurs. Je ne sais pas si Yuki. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un koan? Koan? Koan, dans le bouddhisme zen ou dans le bouddhisme, dans le zen Soto, le zen Rinzai, je ne sais plus. Oui. Le koan, une question qui n'a pas de réponse. Est-ce que c'est ça? Exactement ça. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui avait répondu à ma place. Oui, ben c'est moi. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Je suis du Canada et je viens de voir qu'il y avait une présentation. Mais oui, le koan, souvent, c'est une question une question qui est posée à la fin d'un mondo. Alors, le mondo, c'est un échange, une discussion en groupe, souvent en groupe. Pas toujours, mais souvent en groupe. Et à la fin, ben, il y a une question, mais souvent une question sans réponse. Du genre, pourquoi les arbres poussent-ils dans la forêt? Ah, on peut se poser la question longtemps. D'accord, les enfants posent beaucoup. Pourquoi l'eau mouille? J'ai eu le droit à ça. Et voilà, et voilà. Ouais, le feu, ça brûle, exactement. C'est intéressant, effectivement. C'est aussi en psychanalyse, effectivement, c'est ce que je dis souvent. On n'est pas là pour apporter des réponses, on est là pour apporter des questions. Je crois que ça, avant tout, c'est le questionnement qui est très intéressant. Est-ce que ça ouvre comme réflexion, comme pensée, comme retour à soi? C'est ça qui est fascinant hein, dans ce que donc au Japon on appelle le koan. Et, elle est revenue, je crois. Oui. Allô? Parfait, Coralie. Bon, on a comblé ton absence. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Et est-ce que vous me voyez? Ah, par contre, on ne te voit pas. Si on voit ton iPhone. Voilà, excusez-moi. Voilà, parfait. On a eu une coupure de réseau ici dans l'immeuble où j'habite et du coup, voilà, j'espère que ça tiendra pour un petit moment encore et merci à ceux qui sont restés en attendant. Voilà, merci. Voilà, on est tous restés. Bertrand voulait t'interroger, donc. Oui, merci, merci. J'allais dire Jean-Louis, merci. Fred, non, en fait, j'ai pas eu le temps de te poser la question la dernière fois. Oui. En fait, c'est à propos de. Bon, il m'a posé la question à propos du football américain. Moi, mon but, en fait, c'est de détruire. C'est un travail de destruction quand je joue en défense. Parce que j'ai en défense. En gros, ma position, c'était un des gros devant qui empêche les autres gros de progresser. Voilà. Je vous ai oui, bien sûr. expliqué le principe du football américain. Et en fait, à la répétition de l'entraînement, on répète, c'est vrai, comme un art martial, toujours le même geste. Parce qu'en fait, il faut utiliser, souvent j'avais en face de moi, bon moi je fais qu'1m91 et 120 kg, en face de moi j'avais des gens qui faisaient 2m10 et 170 kg. Ce qui est normal parce que ce sont les plus lourds. Leur but c'est d'empêcher de passer. Donc en fait, il faut utiliser leur poids, leur force, l'équipement même, puisqu'il faut remonter les épaulières pour les empêcher de bouger, leur donner un coup de casque. Enfin, c'est très brutal hein, comme ça, mais c'est très technique. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est quelle est la différence entre l'inné et l'acquis finalement dans un art martial? Parce qu'il y a beaucoup de choses où c'est pas inné, d'autres où en fait c'est très instinctif et donc très. C'est une très bonne question. Je crois que on aurait tendance à dire à première vue, a priori, qu'on arrive avec des capacités innées pour quelque chose et puis que l'acquis advient avec
avec la pratique et puis avec la répétition. Je crois qu'il faut prendre la chose à rebours et considérer que on commence avec l'acquis parce qu'on a affaire à quelque chose de tout à fait nouveau et qu'on commence avec des répétitions, des entraînements et que l'acquis advient. Et que l'inné se manifeste au moment où la conscience lâche prise, au moment où la répétition n'est plus vécue comme telle. Je crois que c'est plus l'inné qui a à suivre l'acquis, qui fait suite. Et c'est là où je crois on peut trouver la notion de geste comme maîtrise abandonnée et plus soumise à un acquis qui contrôlerait encore quelque chose de l'épreuve du corps. Je crois que quand on est dans l'acquis, on est encore dans l'apprentissage. Et je crois que quand on est dans l'instinctif, on rentre dans la maîtrise. Moi, j'aurais tendance à considérer les choses plutôt à rebours. Donc, avant qu'on soit censuré par les Yakuza, qui nous ont empêché que tu nous annonces des révélations sur le Shinbunkan, peut-être qu'on pourrait reprendre là-dessus. Bien sûr. Alors, on a été coupé donc au moment où j'expliquais que j'étais dans une école de sabre traditionnel japonais, bref. Et le maître donc, qui nous enseignait, on était très peu d'étudiants et j'ai été très, très chanceuse d'être reçue parmi les pratiquants là-bas. Utilisait souvent ce terme Ishin Deshin, transmission d'âme à âme. Pourquoi? Parce que durant ces cours, qui duraient très longtemps, des heures et des heures dans la journée, il donnait très peu d'explications techniques sur la façon dont on tire le sabre du fourreau ou dont on le pointe à la gorge de l'adversaire très, très soudainement. Il donnait très peu d'explications techniques. Et il considérait plutôt que l'apprentissage et l'enseignement entre un maître et son élève, entre un disciple et son enseignant, se passait d'âme à âme, c'est-à-dire on voit des choses ou on les aperçoit, pour reprendre le terme de Leibniz, et peut-être de manière inconsciente. Et puis, il faut les laisser advenir dans le corps et il ne faut pas les embrouiller avec trop d'explications techniques sur les gestes à apprendre, à répéter, à effectuer. On le voit, on voit ce qu'il fait, il n'explique pas, on essaie de le reproduire, on le fait mal évidemment, on le répète, on le fait encore mal, on le répète, et puis un jour ça devient. Et là, on comprend ce qu'il voulait dire par Ishin Deshin. Ça voulait dire, je pense, dans son cas, si j'avais essayé de te transmettre cette chose-là par un trop-plein de connaissances intellectuelles, ça aurait bloqué ton apprentissage en termes de gestes soudains qui advient au bout d'un moment. Et je pense que c'était une manière assez traditionnelle de pratiquer où il n'y a pas trop d'indications, pas trop de corrections, pas trop d'explications. Évidemment pas de bravo, tu as réussi le geste, mais pas non plus non pas comme ça, le pied plutôt en avant, le sabre plutôt en arrière, tire l'avant du fourreau de tel ou tel côté. Non, je crois que c'est un enseignement plus silencieux et qui laissait place peut-être pour le coup davantage au visuel, au lâcher prise, à l'inconscient et pas comme on a à faire souvent dans les cours qu'on trouve chez nous en France ou en Occident, à des professeurs qui donnent aussi beaucoup d'explications techniques. Moi, personnellement, je pense que les deux sont importants. Je pense qu'il faut faire l'expérience des deux et que les deux nous permettent d'avoir accès à une façon d'apprendre qui est différente, mais qui peut tout à fait se compléter sans rentrer en contradiction l'une avec l'autre. Merci Coralie. Est-ce que quelqu'un veut rajouter une dernière chose? Bon, dans ce cas-là, On est bon, on est bon.
on te remercie en tout cas vivement voilà, pour ton intervention. Donc, je rappelle donc, ton ouvrage, hein, L'art du combat, donc aux éditions PUF. Hein, donc, vous pouvez le commander hein, sur Internet et le trouver donc, dans toutes les bonnes librairies. Donc, je vous conseille vivement de l'acheter. Et puis, vous pourrez retrouver le podcast donc, prochainement sur la chaîne YouTube de l'APE. En tout cas, un grand merci. Merci à tous d'être venus. Et puis, on se dit à très, très bientôt. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Merci. Merci pour vos questions. Merci. Au revoir et bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Merci.